Aujourd'hui, dans le Barda du Poilu, je vous invite à l'événement de Duny-sur-Meuse. Ouais. À la marche arrière en haut, alors que c'est par automatique dans la marche arrière. Oui, d'accord, c'était pas les mêmes codes. Bon, bonjour, vous êtes Bonjour. en attente d'un blessé, Oui, peut-être, en tant qu'ambulancier. en tant que conducteur automobile. Ah, en tant que conducteur. Et je vois que vous avez un brassard pour vous identifier, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Avec un A, donc pour automobile. Oh, pour automobile. Très bien, et non pas une voiture. Parce que Ah les non. voitures, c'était les charrettes à chevaux, hein, normalement, à l'époque, dans les années 1910. C'est ça, tout à fait. Donc là, maintenant, aujourd'hui, bah, ça a évolué. Et une Ford, C'est une Ford modèle T. donc vraiment le véhicule emblématique américain. Exactement. Motorisation, 4 plusieurs cylindres, 2 litres 9. D'accord. Donc vraiment avec un couple qui doit être quand même assez conséquent. Oui, c'est un moteur qui est très coupleux. Parce qu'on pouvait avoir plusieurs blessés. Combien au total? Alors, c'est un véhicule de transport de matériel sanitaire. Ah, d'accord. Donc du coup, c'était pas pour du transport de blessés comme Non. celui qui m'a apporté pour le coup. Parce que je crois qu'on Exactement. pouvait être 2 couchés et 4 assis, il me semble. C'est ça, tout à fait. Et là, pour la logistique, donc tout ce qui est matériel. Et là, donc il y a l'arrière. Donc la capacité de chargement, c'est combien de mètres cubes? Alors, je peux pas vous dire exactement. Non, tu sais pas exactement, mais il y a quand même un beau volume quand même. Ah oui, un beau volume. Et là, donc des paniers. Alors, des paniers de transport. Alors, ça, c'est un panier pour des appareils de levage, c'est marqué dessus. Regardez. Un panier d'époque. D'accord, génial. Alors, chaque panier avait une fonction bien particulière. D'accord, et donc c'était toujours étiqueté, du coup sur le dessus. Oui, toujours étiqueté. Là, ça a l'air d'être du cuir, c'est de la toile. C'est Non, de la c'était pas- toile imprégnée, oui. Waouh. Étanche. Ouais. D'accord, alors tu pouvais en mettre quand même un bon paquet, au moins 3, 4 même peut-être, les Ah uns oui. sur les autres. Oh, puis il mettait pas que ça, il mettait autre chose. Hein. Il y avait d'autres matériels. Et au niveau de la capacité de chargement, est-ce qu'il y avait plusieurs dimensions? Alors C'était surtout calibré. surtout pour les véhicules lourds, les poids lourds, Ouais. en fonction de leur capacité de chargement plus ou moins grosse, on avait une caisse qui était adaptée. Et il fallait que le moteur aussi soit assez puissant pour. Exactement, Donc, le c'est- châssis, le moteur. Ah ouais, ouais, parce que du coup, ça devait quand même surbaisser parfois. On a, même quand on charge un utilitaire actuel, des fois les suspensions, les lames aussi, parce qu'un KO, faut pas que la lame casse. Vu qu'il Exactement. n'y en a qu'une en plus. Alors il y avait des camions qui étaient prévus selon leur capacité. Les 4 roues motrices par exemple, c'était des tracteurs d'artillerie, Ah oui, capables de tirer plusieurs tonnes. d'accord. Donc pour les voies blindées, non, parce que les FT, ils étaient pas... Si, il y avait quand même des blindés qui circulaient sur les routes. Non, ils étaient chargés sur des camions. Et des trains aussi, non? Des trains aussi, oui, tout à fait. Oui, donc du coup, c'était pas comme aujourd'hui, on a des porte-chars qui peuvent être plus... Alors il existait des porte-chars, D'accord. ça existait déjà. Bon, il y en avait très peu. Oui, j'imagine bien. Et puis très peu de chars aussi. Hein. Ah Ou oui, le Saint-Chamond, mais là, c'est encore plus gros. ah oui, c'est problématique là, au transport du Saint-Chamond. C'est sûr. Pour en avoir vu un à Saumur, tu dois connaître, je pense. Je connais, ouais. Très bien. Eh ben, donc c'est vraiment un véhicule emblématique. Démarrage électrique ou à la manivelle? Les deux. Ah, donc tu peux. Parce que moi, je connais Nami 6. Et après, quand t'as le coup... Ah oui, il faut avoir le coup pour Citroën. pas se casser le poignet. Ouais, exactement, avec le retour de manivelle. Exactement. Une seule lame à l'avant pour les suspensions. Un seul paquet de lames à l'avant, un seul paquet de lames à l'arrière. D'accord. Ou du coup, est-ce que la suspension est aussi bonne que quand on a 2 jeux de lames? Elle est beaucoup plus souple. D'accord. Donc du coup, ça a tendance peut-être un peu à Tendance sauter. à sauter sur la route. Donc il faut aller pas très vite, de toute façon, la vitesse. Oui, c'est ça. Puis à l'époque, les routes n'étaient pas carrossées comme aujourd'hui. Ouais, donc faut prendre ça en compte. C'est peut-être aussi pour ça que les roues sont très hautes. Les routes sont très hautes, oui. C'est un peu inspiré des charrettes, hein, Ouais, c'est vrai. Et puis en plus, avec des jantes. avec des roues en bois. Et ouais. Donc clairement, là, c'est vraiment la période de transition. Exactement. Depuis du XXe siècle. C'est ça. Eh Tout ben, à fait ça. Merci beaucoup. Je vais Merci. finir la visite. Donc là, peut-être que... Parce qu'il fallait rouler de nuit, je crois, normalement. hein. Oui, ben, Pour le rouler de convoi. jour, mais de nuit aussi. Parce que là, on est au niveau... Ah, de jour aussi. Oui. Ce qui me semblait que c'était, j'avais entendu, moi, vraiment... Souvent feu de nuit, éteint. c'est souvent de nuit, oui, pour éviter d'être repéré par l'artillerie ennemie. Parce que là, on est sur la voie sacrée. Donc là, normalement, si un blessé arrive, tu peux après partir Exactement. pour aller en convalescence, je crois. Oui. Parfait. Eh ben, merci beaucoup. Merci. Merci à toi. Ah, c'est pour la quête? Pour les blessés de guerre, non? C'est ça? Exactement. Autre monument historique classé, et je suis attendu par le Barda du Poilu,
Bonjour Geoffrey, Bonjour Mathieu. ça me fait plaisir de te rencontrer en vrai. Eh oui, Toi, pareil. spécialiste de la Première Guerre mondiale, sur les réseaux aussi, comme moi. Donc on est un peu confrères finalement. Exactement. En plus, on s'est lancé à peu près en même temps. Donc, Exactement, il y a environ 3 ans. Ouais. Et aujourd'hui, tu m'accueilles donc sur un site de reconstitution, Oui. mais qui a eu une période d'occupation Première Guerre mondiale, Tout à fait. au niveau d'une ancienne église qui était désacralisée, je crois. C'est ça. On est à l'église de Duny-sur-Meuse, juste à côté de Verdun, qui est une église du coup du XIVe siècle. T'en parleras mieux que moi. Désacralisée au XIXe. Elle va servir en plein cœur de la bataille de Verdun en tant que centre de triage. Donc du coup, on est ici dans l'église avec notamment l'association Ambulance 318 qui, pour anecdote, était une ambulance installée ici à Duny-sur-Meuse lors de la Grande Guerre. D'accord, donc il y a vraiment un clin d'œil en fait. Tout à fait. On a vraiment créé cette association dans le but de faire pérenniser cet événement. C'est la 3e édition cette année. Et forcément, on voulait quelque chose en lien pour l'association, donc on a repris ce nom. Alors question, parce que je pense que je vais pas être le seul, c'est qu'une ambulance, c'est pas ce qu'on voit derrière, c'est pas un véhicule, une ambulance. Tout à fait. On a les ambulances automobiles, comme on peut voir juste ici, mais l'ambulance à l'époque, eh bien, c'est un petit hôpital de campagne qu'on va installer notamment dans une église, comme par exemple ici, on va installer dans une caserne ou une école. En gros, des bâtiments larges qui peuvent accueillir un hôpital. Je crois 60 personnes. C'est Environ. ça, et voire même plus au niveau du personnel soignant en fonction des besoins. Ouais, alors qu'aujourd'hui, quand on parle d'ambulance, c'est vraiment que le véhicule en fait aujourd'hui, je crois. Ou à part si c'est encore d'actualité, mais je crois pas. Hein. Non, je crois pas. Pas dans le vocabulaire, en tout cas courant. Non. Eh ben allez, on va entrer dans l'enceinte de l'église. D'accord. Hop, Mathieu, c'est pas réglementaire tout ça. Les Non. pompes, bleu horizon, normalement. Là, c'est bleu pétant. Ouais, un peu. Les cheveux, ça va pas, la moustache, ça va, mais on va camoufler tout ça. Alors du coup, je vais quand même mettre les cheveux dessous. Je peux? Ouais, c'est bon. Bienvenue à Duny, C'est carré, hein, c'est merci. carré. Faut pas vexer l'officier. Et là, j'ai un garance en plus, c'est pas non plus. Non, c'est vrai que c'est pas la bonne période. Il va falloir que je m'équipe un jour. Exactement. Alors du coup, ici, donc on est à proximité de Verdun. Il faut savoir qu'au début de la guerre, Verdun, c'est un secteur très calme. Il y a des escarmouches, mais il n'y a pas de gros combats. Et le 21 février 1916, les Allemands déclenchent une opération visant à saigner à blanc l'armée française, ici à Verdun. Parce que là, on est à combien de kilomètres de la frontière allemande? Ici, on est à 40-50 km de la frontière allemande. Les Allemands occupent notamment Metz. Ouais. Et Verdun, eh bien, c'est un peu la ceinture défensive de la France. Et très rapidement, les Allemands, du moins en 1916, vont viser cette ville de façon à mettre à genoux l'armée française, saper le moral de la population, de l'état-major et des soldats. D'accord, donc c'était vraiment stratégique pour les Français. C'était Une stratégique. chasse forte en fait. Exactement. C'est Parce qu'il y a une l'une des citadelle villes. pas loin, une forteresse, je crois, une forteresse souterraine aussi, Tout il me à semble, fait. à Verdun. Tout à fait. On a toute une ceinture de forts. On a la citadelle de Verdun et toute une ceinture de forts et d'ouvrages ici à Verdun. C'est l'une des villes les plus fortifiées d'Europe à ce moment. Ah ouais. Et oui, Alors c'est déjà sensible, mais c'était un mauvais souvenir de 1870. exactement. On a En fait, voulu, au lendemain de 1870, on va avoir les forts serrés de rivière qui vont être faits justement, vu qu'on est à proximité de la frontière allemande. On va vouloir cadenasser l'endroit. Et donc, on va faire toute cette ceinture de forts. On va du coup se diriger vers l'entrée de l'église. Oui, et c'est ça, moi, qui me parle. Cette église qui est bien particulière, qui est en fait du XIIe siècle. Elle est typiquement romane, et romane rhénane. Donc il y a vraiment là des petites ouvertures, et surtout, on a un clocher avec un remaniement du 15e et 16e siècle. Et là, en fait, c'est un élément défensif qu'on appelle un our. Et donc, elle est vraiment bien particulière, et apparemment, elle a 2 chœurs. Enfin, on va nous en parler peut-être plus à l'intérieur, avec des contreforts, parce que le principe du roman, c'est vraiment d'avoir des murs très épais, des petites ouvertures. Elle est vraiment ancienne, elle a été remaniée, elle est classée, c'est la plus ancienne du département de la Meuse. Et donc c'est pour ça qu'elle est classée, tout comme le cimetière. Alors du coup, ici, comme on l'a dit, on est dans le village de Duny-sur-Meuse. Au Oui. début de la guerre, on va avoir le quartier général de la région fortifiée de Verdun qui va être installé ici, D'accord. donc du général Eyre. Et les habitants, les 730 habitants de Duny, vont cohabiter avec les poilus en cantonnement. En D'accord. 1916, au moment de la bataille de Verdun, Duny, eh bien, ça va devenir le pôle médical le plus proche et l'un des, si ce n'est le plus important, de l'armée française pour la rive droite de la Meuse. Je vois le panneau de triage. Donc c'était vraiment une indication pour l'équipe ici. Alors, à l'origine, cette église a été choisie puisqu'il y avait 2 entrées, enfin 2 portes. Et
Là, on a un petit peu changé la véracité historique. À l'origine, les blessés entrés par l'autre porte étaient triés et ressortaient ici en direction des hôpitaux de l'arrière. Ah oui, vers la voie sacrée, là où je suis Exactement. arrivé en fait. Et les ambulances, elles sont juste devant, pour cette raison. Parce que je sais qu'en Normandie, moi, il y avait l'hôpital de Coutances où il y a eu des blessés, des Belges. Et moi, mon ancêtre direct, il est allé à Rennes, à l'hôpital militaire de Rennes. Alors j'ai son carnet militaire et du coup, j'ai quelques informations. Donc il est parti là-bas en convalescence. Donc en effet, cette route, elle mène directement à la voie sacrée qui part pour Bar-le-Duc. Et de Bar-le-Duc, après, on va les envoyer dans les hôpitaux. Alors on va avoir du triage, notamment dans des gares, mais on va les emmener à Dijon, à Troyes et dans les hôpitaux civils du pays. D'accord. Donc vraiment pour disperser, en fait, parce que les blessés, c'était en ordre de combien par jour qui pouvaient arriver, là qu'on est vraiment très proche du front? Là, on est très proche du front. On va avoir quotidiennement des centaines d'hommes qui vont converger par ici, avec des degrés de blessures complètement différents, allant des blessés graves, les blessés au thorax, qui vont notamment être mis dans le prieuré situé juste à côté, comme des éclopés, donc des blessures très légères, qui eux, seront proches du front. Comme ça, ils peuvent retourner rapidement au combat. Oui, c'est le bâtiment qui est juste à côté, le prieuré, je le montrerai. Et là, donc l'entrée, on va aller voir, je pense. C'est parti. Et là, on se rapproche vraiment de ce our. Donc cet élément médiéval défensif qui est juste là-haut. Dommage, on ne peut pas y aller malheureusement parce qu'il est condamné en mauvais état, je crois. Mais bon, c'est pas grave, on va prendre la porte latérale, juste là. On va aller voir vraiment à l'intérieur. Parce que ça devait vraiment être très vivant en fait. Tout à fait. Même, il va y avoir vraiment une ambiance très particulière, très pesante. Ah, mais je vois même qu'il y a ici des sarcophages. Mérovingiens, j'ai l'impression. Donc il y a dû y avoir des fouilles. Ouais, effectivement. Ça fait partie de l'histoire du cimetière. Donc il y a vraiment une période d'occupation assez ancienne. C'est assez rare, on n'en voit pas si souvent que ça. Des sarcophages comme ça qui sont complets. Avec ici même le couvercle, à des fragments juste ici. Waouh, là on a vraiment tous les codes de l'architecture romane. Avec vraiment des arcs en plein cintre. On est entré dans l'église et pour les explications sur le triage des blessés, je vais te laisser avec notre infirmière Clara. D'accord, merci à toi. Eh bien, c'est bien ici qu'on triait donc ces blessés. Donc on avait plusieurs endroits pour ces blessés. Ici, on pouvait mettre les plus ou moins valides, c'est-à-dire qu'ils pouvaient rester assis, se tenir là et attendre qu'on ne les embarque dans le cœur pour faire les soins avant d'être évacués. Qu'on appelait les éclopés, non? Alors les éclopés, c'est vraiment les tout petits blessés qui seront ramenés un peu plus près du champ de bataille pour y revenir. C'est devenu péjoratif aujourd'hui. Ah, aujourd'hui, c'est devenu limite une insulte. Oui. Mais donc du coup, à l'époque, c'était vraiment un terme utilisé couramment. C'était un vrai terme courant médical. Un éclat, un léger éclat qu'on pouvait enlever d'obus, non? C'est ça? C'est ça. Une égratignure, il suffit qu'on se prenne dans les barbelés, on ne peut pas combattre, on va attendre 2-3 semaines avant de revenir et puis après, hop. Dans une petite convalescence ici sur place, on n'était pas obligé d'aller ailleurs sur un hôpital. C'est ça. Alors eux étaient envoyés en fait dans un autre hôpital à côté, plus proche du front. Là, ça permettait juste de les trier. C'est l'objectif d'un poste de triage, c'est-à-dire qu'on les entre dans la porte ici, on les ressort après et ici ne passe que 10 minutes, grand max, le temps d'avoir le soin. Court. On va également leur donner une petite fiche, voilà, comme celle-ci. D'accord. Et sur cette fiche, il y a écrit les informations du soldat et qu'est-ce qu'il a. Ce qui fait que quand le médecin militaire va venir ensuite voir qu'est-ce que le soldat a dans le prochain poste de secours, il n'a pas besoin de refaire un diagnostic physique, il lit, il sait ce qu'il doit faire. D'accord, c'est le carnet de santé un peu du blessé en fait. Carnet de santé, exactement. Sous forme de fiche. Sous forme de petites fiches, donc le soldat pouvait en avoir 5, 6, à force de faire les postes de secours. Ah, on en faisait une à chaque fois? Une à chaque fois. Il n'y avait pas de résumé, on ne reprenait pas... Il n'y a pas de résumé et que le médecin à la fin va devoir trier quelle fiche est la première. Il fallait trier les blessés, mais trier aussi les fiches. Alors c'était double tri. Finalement, on perd du temps en fait. Oui, certainement. Oui, donc ça n'a pas été tellement optimisé. La médecine a beaucoup évolué pendant cette période. Oui. Mais au niveau, par contre, de l'administratif... on reste français. Non, ne dis pas ça, tu crois que c'est mieux chez les Allemands à côté là ou on ira après? Non, ça peut être très compliqué aussi. Dans cette partie-là, on a plutôt tout ce qui va être brancard, donc les blessés assez lourds, les blessés graves. D'accord. Et c'est ceux qu'on va prendre en premier pour amener dans le cœur. Les brancardiers qui s'appelaient, les médecins qui donnaient les ordres, en fait, un gros bois énorme, sachant que Sarrazin, c'est une église. Oui, surtout ici. Il était cloisonné d'une paroi en bois et on trouve encore des restes, tous les petits clous, les parties un peu carrées
On voit là, en fait, il y a même un morceau Exactement, de tissu. c'est ça, où il y avait du tissu, il y avait des parois pour en fait casser et éviter que les blessés dans la nef ne voient les horribles, ce qui va se passer dans le cœur Oui, de logique, pour, l'église, vraiment pour isoler. pour isoler. Comme ça se fait dans les hôpitaux, en fait, on a des draps autour. C'est ça. Et on a même 2 peintures là, qui ont l'air d'être médiévales. Pas C'est- 13e, mais peut-être 15e. C'est plutôt des peintures du XVe siècle, donc faites sur chaux. Et donc on a la chance de les avoir récupérées parce que pendant la guerre, on a couvert tous les piliers de chaux pour la question Oui, on voit des sanitaire. traces, d'ailleurs, ouais, On blanc, en voit encore vraiment les beaucoup plus traces. blanc. Mais on a pu garder les peintures dessous. Et ce que je trouve étonnant, c'est qu'on a un arc brisé, et pas roman. Donc il y a eu un remaniement. Il y a un remaniement, 15e. tout comme dans l'autre chœur en fait, qui est en face. On est sur une architecture qui est roman rhénane. Ah oui. Donc en fait, on était sous le Saint-Empire romain germanique, ici dans la région de Verdun. Et donc on s'est inspiré du roman qu'on avait en France et du rhénan qu'on avait dans l'Empire romain germanique. Nous, en Normandie, on a aussi le roman normand, inspiré de la peuplée normande, en fait, de la Normandie quasi indépendante. Et on a même encore des traces de pigments, de pigmentation, c'est vraiment bien, hein, c'est vraiment intéressant. Bleu. Bleu, on a la couleur ocre juste Ouais. à côté. Il y a encore de nouvelles peintures au-dessus de l'arc Ocre également. en berceau plein cintre. Oui, exactement. Là, on dirait qu'il y a une clé de voûte. C'est étonnant, c'est du réemploi. Que t'en penses? Quoi? Parce que là, on dirait qu'il y a vraiment un gros bloc. Ça fait très une clé en effet qui a été Ouais, faite. clé de On a voûte. l'impression de l'avoir rouverte. Chapiteau antique. Effectivement, il y a beaucoup de. Ouais. Toi qui travailles sur les vieux monuments, chaque pierre a une histoire à raconter, Oui. mais je pense que chaque personne aussi a une histoire à Oui, raconter. forcément. Donc moi j'ai une histoire ici. D'accord. Donc c'est une femme, Yolande de Bay. Voilà, Yolande Berthelot de Bay, une femme qui avait une sacrée dot de mariage et qui a pu en fait utiliser sa dot. Elle n'était pas mariée pour en faire quelque chose d'assez grand, puisqu'elle va vouloir aider les soldats. Et en fait, cette femme, elle a réussi à se faire une place parmi le domaine masculin. Elle va venir ici, à seulement 7 km du front, alors que les femmes étaient interdites, et elle va ramener ses ambulances, enfin ses infirmières, dans un groupement d'ambulances, celui de Duny, avec sa propre ambulance. Parce que je rappelle qu'une ambulance, c'est pas que le véhicule. Aujourd'hui, une ambulance, c'est le véhicule qui va chercher Ouais. les malades, donc il les transporte d'un point A à un point B, mais à l'époque, c'était vraiment un groupe de personnes. C'est 60 un groupe de je personnes, crois. c'est 60 personnes. En fait, une ambulance, c'est un poste médical, Avec mobile. Médecin, brancardier, infirmier, brancardier. vétérinaire, non? Vétérinaire, par-ci, par-là, ils sont plutôt à côté. Parce qu'on en avait un sur le site, c'est pour ça que je dis ça aujourd'hui. Il était là pour les chiens, pour Ouais. surtout les chevaux Oui, en fait, oui, qui oui. étaient à utiliser. Donc oui, on a un peu de tout, il peut passer par là. Étant donné qu'on a 8 ambulances à Duny-sur-Meuse, et forcément un vétérinaire qui se tournait par-ci à un endroit. Parce que 8 fois 60, voilà, on fera le calcul, ça fait du monde. Oui, c'est logique. Ah, et donc elle va avoir l'autorisation d'administrer, de diriger son équipe d'infirmières au milieu des hommes. Et c'est un cas qui est vraiment isolé. Voilà, ça s'est pas beaucoup vu. Elle voulait aider, elle avait vraiment de l'empathie. C'était ça Elle avait l'idée aussi. l'empathie, elle voulait se faire une place, avancer le féminisme aussi, peut-être la lutte des femmes à l'époque. Ouais, le parce féminisme, qu'arriver, c'est début fin 19e, hein, on a beaucoup. Fin 19e, Au Canada ça va aussi, beaucoup. commencer. Moi, j'y ai vécu, je sais qu'il y a vraiment, il y avait beaucoup à l'époque. Vers 1800. Bah, 1890, en fait, les femmes ont vraiment essayé de se bouger, d'essayer d'avoir de la reconnaissance et de pouvoir être au même niveau, des hommes, au niveau professionnel, droit de vote, surtout ouais. droit de vote. C'est en 47 hein, seulement en France. 44. Ah ouais, Ah, je pensais que c'était un peu 44, après-guerre. mais mais enfin, première fois en très 45 tard, en quoi. fait, donc c'est à la fin de la Seconde Guerre mondiale qu'elles vont pouvoir l'exercer. Donc là, la Première Guerre mondiale, elles vont essayer de se montrer, de montrer qu'elles veulent au mieux, elles veulent de la même manière que les hommes, et de faire avancer peut-être ce droit de vote pour les femmes. Et elle est blessée, ici, alors à côté de cette église. Elle va être blessée par un éclat de bombe au front. Elle avait pas son Adrien. Elle avait passé à une de ses infirmières, et c'est ce qui lui a valu cette blessure. Je parle bien d'une blessure et c'est pas d'une mort. sacrifié, en fait. Ouais. Elle s'est sacrifiée, oui et non. C'est une question de chance. Mais elle s'est dit, s'il m'arrive quelque chose, tant pis. Mais finalement, en fait, elle va juste être blessée et elle reviendra. Et elle va passer toute sa vie à œuvrer pour les blessés et pour la mémoire des infirmières et des soldats. Waouh, ça met dans l'ambiance, même Tomori. Ouais, C'est exact. toi que tu mourras un jour. Ouais, mais toi, t'es bien vivant. Moi, je m'occupe que des morts. Je suis fossoyeur. Même pas des blessés. Enfin, moi, j'ai Non. rien, je suis bien. Les blessés qui sont en fin de vie, il faut les enterrer. C'est notre travail en tant que fossoyeur. On va donner une sépulture pour une question éthique, parce D'accord. que c'est nos copains, mais aussi une question hygiénique. Ça va puer un corps à l'extérieur, ça va ramener des vermines, et donc on va les enterrer. Alors il y a des lois, évidemment, qui vont arriver. En 1914, quand on rentre en guerre, tous les soldats doivent avoir une sépulture individuelle, et avec leur nom, grâce à la plaque qu'il y a ici. Il est important d'enterrer les morts,
pour une question éthique, mais aussi au niveau hygiénique. Un corps, ça pue, c'est notamment pour ça que j'ai ça. Ah ouais, un cache-colle en fait, ou un cache-nez. Un cache-nez, là ça tu va, le- mais normalement, je le mets et on s'entend pas, mais on peut au moins respirer convenablement. Ok, d'accord. Ouais, et donc tout ça, c'est une approche assez particulière, ça devait être très ingrat en fait, comme C'est métier. un travail totalement ingrat, hein. On va utiliser des personnes à l'arrière, notamment des territoriaux, ou alors des soldats qui ont été blessés et qui ne peuvent pas retourner au front, qui veulent être encore utiles, comme moi. Donc toi, t'es pas croque-mort à la base, t'es pas Pas du de métier. croque-mort. Non, les fossoyeurs, ça va être arrivé en fait avec la guerre, avec le nombre de morts. On a besoin, que ça soit au front ou à l'arrière, d'enterrer les cadavres. Il y en a beaucoup. Hein. La Première Guerre mondiale, c'est 1 450 000 morts. La énorme. plupart ont dû être enterrés. Il y a des Jamais en secteurs- fosse commune. Alors de base, la fosse commune en 1914 est interdite. D'accord. Sauf que eh bien, quand on rentre en guerre, on a ces grandes boucheries d'août et de septembre 1914 et on voit le retour des fosses communes. Parce que là, je vois qu'il y a des tombes individuelles. Pour le coup, là, vous avez eu le temps de le faire. Exactement, là on est en 1916. À partir de 1915, une loi dit que tous les soldats doivent être enterrés dans une sépulture individuelle. Donc ici, on est à l'arrière, on a le temps de le faire, ça pose pas de problème. Mais on voit à l'inverse, sur le champ de bataille, eh bien, les cadavres qui vont pourrir sur place. Wow. Et quand on les récupère, eh bien, on va les enterrer où on est en sécurité, c'est-à-dire dans les tranchées. Dans le No Man's Land, est-ce qu'il y a vraiment des cadavres qui restaient ou est-ce que c'est une réalité ou on prenait des cadavres pour faire le parapet? C'est La une tranchée. réalité. On va pas tuer un vivant pour un mort. Donc ceux qui sont trop loin en fait vont pourrir pendant plusieurs mois. Plusieurs certains mois corps. Ouais, Ah, donc après, c'est les ossements qui restent. c'est des plus chers. ossements, l'odeur, ça se voit sur les Oh là photographies. là là. Ouais, c'est Et vraiment- pour ceux qui vivent au milieu des cadavres, eh ben, il y a des officiers qui disent que la compagnie passe sa journée à vomir, eux y compris. Donc c'est des pas. conditions de vie assez terribles. Et le charognard aussi, tu dois avoir des renards, des chiens, des loups, enfin des loups peut-être pas en première guerre, début 20e, mais Non, mais voilà, ça va surtout Les oiseaux apporter aussi. les oiseaux, charognards, les rats, beaucoup de rats. Ouais. Mais vraiment, ce qui va impacter surtout le soldat, c'est l'odeur. L'odeur qui est très prenante, le visuel, d'être constamment sur un paysage où on a des cadavres en décomposition. Wow. Des cadavres, ça peut être un frère, ça peut être un cousin, un Bah frère oui. d'armes. Donc c'est ça qui est très difficile et c'est commun à toutes les armées pendant la Grande Guerre. Et là, donc un brancard avec, je pense, quelqu'un qui est décédé. Voilà, c'est ce qu'on cherche à représenter dans son drap blanc. Pas de cercueil, on n'a pas le temps. Beaucoup de soldats viennent ici mourir. Il faut les enterrer à la chaîne, hein, c'est un rush. On va prendre ce qui est à notre disposition, donc soit de la toile de tente, soit du drap. Et quand on n'a pas ça, on va même mettre des feuilles à l'intérieur pour avoir une dignité, quoi. Ouais, c'est bien, un minimum. Puis c'est vrai que ça devait être vraiment enchaîné tous les Ouais, jours, c'est ça. pendant des semaines, voire des mois, des années. Parce que là, il y a un cimetière aussi à côté. Donc ici, il y a Duny, donc à côté de Verdun. C'est vraiment un cimetière militaire, je crois, à côté. Hein. Ouais, exactement, C'est mais un considère. le cimetière militaire, en fait, il est sous nos pieds. À l'époque, on ne s'embêtait pas à aller les mettre là-haut. En tout cas, dans un premier temps, on va les enterrer dans l'enceinte de l'église. D'accord. Et c'est qu'après, quand l'enceinte est saturée de cadavres, eh bien, on va les déplacer dans le champ. Et c'est aujourd'hui la nécropole nationale. Et là, c'est quoi ça? C'est une croix, mais avec un casque. C'est pour rendre hommage au soldat qui a été inhumé aussi. Enfin, je vois qu'il y a une gourde aussi, une besace. Ouais, alors en fait, c'est pas une sépulture. L'objectif, nous, c'est de montrer la banalisation de notre métier de fossoyeur. D'accord. Et donc, tout simplement, avec mes collègues, hein, on doit travailler ici dans le cimetière. On n'avait pas de piquet pour mettre nos affaires. On a pris une tombe vierge, on l'a plantée, on a mis nos affaires dessus. Et l'objectif, c'est qu'on se déplace pour pas être embêté au cours de notre travail. D'accord. Ah, donc là, c'est un côté fonctionnel. Ouais, tout à fait fonctionnel. Tout se base sur des photos d'époque. Oui, je crois que j'ai déjà vu ça. Ouais, exactement pareil. Je porte une croix en fait à la ceinture. Ouais. C'est parce que dans les grandes nécropoles, les grands cimetières militaires, eh bien, les fossoyeurs on les voit sur les photos, plein de croix pour travailler rapidement, les planter et venir après inscrire le nom qu'il y a dessus. Ah, vous êtes vraiment allé loin en fait dans le travail de recherche. Ouais, c'est c'est vraiment un travail d'historien vraiment poussé. C'est ça que j'aime bien aujourd'hui sur ce camp, c'est que vraiment tout est très documenté. Ouais, et c'est vraiment, c'est très immersif en fait. c'est important pour nous. Ah oui, et pour moi aussi. Et c'est pour ça que je suis venu de loin, de Normandie, et c'était vraiment plaisant. Je suis plutôt moi Seconde Guerre. Et là, Première Guerre, ça change un peu. Ça même change. beaucoup. Oui. Et c'est tout aussi passionnant en fait. Ah, je suis totalement d'accord, on est là pour ça. On va aller de l'autre côté de l'église, mais je vois qu'il y a des marques lapidaires. C'est des marques qui avaient été laissées par les tailleurs de pierre, tout simplement pour se faire payer, pour identifier leur travail. En fait, on a vraiment des gros blocs, de gros appareils, avec un appareillage qui est vraiment différent. On a des blocs vraiment complètement différents, alors qui s'emboîtent. D'ailleurs, on en a taillé un ici, vraiment pour que ça épouse les deux du dessous. Elle est vraiment pertinente, cette église, je trouve.
Il y a même un petit trottoir pavé. Ah, on a même aussi un bandeau qui est juste là, mais qui n'est pas sur toute la longueur. Donc il y a dû avoir une réélévation au fait du mur. Il y a eu des reprises, donc c'est vraiment une base 12e. Et avec des aménagements, notamment le clocher, je crois. Il a été surélevé au 15e et 16e siècle avec ce fameux our, là-haut, vraiment défensif. Oh! Eh ben c'est dangereux, il va falloir que je me fasse soigner. On va avoir un trou ici, à Eh ben, l'intérieur. c'est pas grave, ils en a ce qu'il faut pour vous soigner. Ah bah parfait. Là, je suis au niveau de l'infirmerie allemande. Infirmerie de première ligne, oui. D'accord. Donc le premier poste de secours de la ligne sanitaire sur le front allemand. Et ici, nous allons principalement faire des soins de premier secours, des nettoyages de plaies, les pansements pour protéger les plaies des autres éclats d'obus ou autres. D'accord. On va colmater les hémorragies, nettoyer les plaies et évacuer les blessés au plus vite. D'accord. Donc là, c'est un peu une armoire à pharmacie. Exactement, facilement repliable, démontable pour pouvoir l'évacuer. C'est la tranchée prise ou s'il faut au contraire avancer. D'accord, oui, pour vraiment rester mobile. C'est ça. Ça, c'est vraiment extrêmement simpliste. Il n'y a pas encore de matériel de chirurgie. Ça, c'est l'hôpital de campagne qui va opérer les patients. Oui, dans des conditions plus stériles. Oui, là. Parce qu'ici, c'est la tranchée. Il y a la boue, il y a la pluie, il y a les explosions d'obus, il y a les tirs, il y a tout ce que vous voulez, tout sauf de bonnes conditions pour travailler. Bah oui, j'imagine bien. Ici, les conditions sont très, très sommaires. Oui, en plus, tous les vents, parce que là, vous avez juste une toile de tente. C'est ça. Là, il y a aussi un peu de matériel, alors quand même, pour peut-être nettoyer. Parce que je vois qu'il y a des ciseaux comme pour opérer, mais en fait, non, c'était vraiment pour faire du nettoyage. Ici, vous avez des seringues pour faire quelques injections de morphinique ou de drogue antidouleur ou pour un petit peu anesthésier les patients. Vous avez les bandages, mais normalement, ces choses-là n'ont rien à faire dans une infirmerie. On les a montrées pour le public aujourd'hui, mais elles ne sont pas à l'infirmerie. D'accord. Mais Prothèse. Oui. Une authentique, vraiment première guerre. Parce que je sais qu'il y avait beaucoup, même côté français. Enfin, là, c'est assez impressionnant comment on pouvait arriver à faire des choses vraiment pour rendre la mobilité. Après ça, les prothèses sont faites à l'arrière-front dans des centres spécialisés dans les hôpitaux vraiment de l'arrière, pas en hôpital de campagne. Non, évidemment. Mais c'est bien de pouvoir le montrer parce que c'est une pièce assez unique, je pense. Bien sûr. Qui vaut vraiment le coup d'être vu parce que c'était très ingénieux en fait. Aujourd'hui, on est sur la robotique, mais là, au niveau mécanique, de ce que j'avais pu en voir, c'était déjà un premier très beau. début. Ça change de même de la jambe de bois qu'il y avait auparavant. Oui, effectivement, la jambe de bois du pirate, c'est cliché. Et là, au niveau de vos uniformes, vous avez des grades, des spécificités, je pense. Toi, tu as un casque. Alors, du coup, on parlait hier d'un casque où il y avait un effet de résonance. Là, tu as quand même une largeur. J'ai une largeur, mais surtout, le but de ce casque était de remplacer le casque à pointe qui est là-bas. Oui. Parce qu'au début de la guerre, quand les Allemands ont commencé la guerre, ils sont partis avec une doctrine complètement dépassée. Ils avaient encore ces casques-là. En cuir, qui étaient en cuir bouilli, exactement, et dont la pointe était faite pour parer les coups de cavalerie qui arrivaient par le haut. Pour charger. Absolument pas. Non. J'ai toujours pensé ça. On a essayé, ça marche pas trop. Non, c'était un casque qui a été créé en 1848, donc quand même 80 ans avant la guerre, qui était fait pour parer les coups de sabre qui arrivaient verticalement. D'accord. Mais en 14, on utilise des mitrailleuses, on utilise des obus explosifs, on utilise des grenades à fragmentation. Donc ce type de casque-là n'a plus rien d'intéressant, parce que déjà la cavalerie disparaît, mais aussi parce que il ne protège que le crâne. Oui, pas les oreilles. Il ne protège pas les oreilles, il ne protège absolument pas la nuque, il ne protège pas non plus les joues, les côtés. Donc ce casque-là va être complètement dépassé, complètement inutile, et on va le remplacer par le Stahlhelm en métal, qui lui pourra faire au moins dévier les coups d'obus, les balles, les grenades, et qui sera plus protecteur sur les côtés, quoi. Moi je suis un infirmier de première ligne, donc je suis dans la tranchée, donc il y a un risque de mort. C'est pour ça que je suis équipé d'un casque lourd, Juste un calot, une casquette. voilà, d'un masque à gaz, ici, en cas d'attaque au gaz. J'ai malgré tout une petite arme de poing pour défendre ma vie en cas d'assaut adverse. C'est le Luger P08, c'est une simple arme de poing, mais qui n'est pas faite non plus pour monter à l'assaut. Je porte le brassard de la Croix-Rouge, je ne suis pas censé attaquer, je ne suis pas censé tuer, je suis neutre. Mais bon, dans le combat, dans la confusion, bien entendu, on peut toujours se retrouver dans une situation délicate. Dans ce cas-là, le Luger sera là pour sauver ma vie. Et ça peut dissuader aussi l'ennemi. Éventuellement, mais avant tout, je ne suis pas un combattant, je suis un soignant. Ouais, c'est vrai que là, on n'a rien. Tout ça, c'est vraiment les premiers soins en fait, qui sont apportés, que ce soit au côté français où on était tout à l'heure, au côté allemand. Et donc toi, infirmière, C'est ça. en blanc, je pense qu'avec la Croix-Rouge. Donc les infirmières, elles ont des tenues de différentes couleurs. Donc là, moi, le bleu, ça représente un land. En fait, c'est un peu comme la France qui est divisée en plusieurs départements. Donc le bleu, c'est bavarois. Après, on a le gris qui est prussien et il y a d'autres couleurs en fonction des régions. C'est plus pour savoir du coup d'où on vient. Après, la coiffe, c'est toujours, les femmes, elles ont toujours les cheveux couverts.
Et donc on a après des médailles. Moi je suis pas médaillée, j'ai juste cette petite croix qui était offerte par Guillaume II. C'est pour différencier les vraies infirmières des personnes qui sont là pour aider. Ça permet d'avoir des passe droits pour tout ce qui va être le ravitaillement, la nourriture et une reconnaissance du coup de notre diplôme. Ah oui, c'est ça, c'est vraiment Voilà, pour faire la c'est distinction. vraiment, Très bien. distinction Et en termes de ratio, il y avait beaucoup plus de diplômés ou des gens pour aider. Est-ce que c'était un Beaucoup peu plus de personnes sur du volontariat que sur du diplômé. D'accord. Donc Si en je me fait, c'était trompe une pas. distinction vraiment sur le fond, peut-être, Ouais. mais une honorifique plutôt alors. Oui, c'est ça. Et toi, du coup, au niveau de ton uniforme, qui est très cintré, très élégant, t'es officier? Alors non, presque. Je suis élève médecin. Donc dans l'armée allemande, les médecins, c'était calqué sur les grades militaires. Donc là, élève médecin, Unterärzte, c'est basé sur le grade de Fähnrich, donc élève officier, élève médecin. Il y en avait 4 par régiment, et par compagnie, pardon. Et ensuite, pour ce qui était des médecins, donc médecin-chef qui dirige du coup les hôpitaux, il y en avait un seul, et eux, c'est des Oberärzte, qui avaient du coup le même uniforme que moi. Donc voilà, en tant qu'élève, j'ai quand même déjà un uniforme d'officier, mais avec quelques petites particularités. Je n'ai pas les épaulettes d'officier qui Oui, donc c'est elles sont censées ressembler à ça. Voilà, moi j'ai des épaulettes de troupe avec de la tresse qui indique du coup le côté Le caducée sous-officier. aussi, je vois. Et un caducé, voilà, dû au fait que je suis médecin, avec du passepoil bleu, qui est également présent sur ma casquette. Et j'ai également les tresses qui sont présentes sur mon col. Enfin pareil, toujours de montrer le côté élève. T'es un peu camouflé en fait par rapport au côté français où ils sont plutôt colorés. Enfin, ils avaient des fonds de stock, je crois, encore en. Ouais, Oui. je crois. Alors, il faut savoir, c'est que là, on porte l'uniforme modèle 1915, donc apparu en 1900... Ah oui. Début 1915, 3 mars 1915 pour la Prusse, pour être précis, qui est beaucoup plus discret, simple à produire et moins cher, voilà. Comme pour le côté français. En fait, Exactement, on s'est parce que adapté. voilà, Garde de tranchée, garde de position. si on regarde vite fait, ça c'est un uniforme modèle 1910. Bon, comme vous voyez, ça brille de partout, c'est assez rutilant. Ouais, les boutons, ils sont Voilà, vraiment très brillants. les boutons, le passepoil rouge, et puis bon, certes, c'était produit avec de la meilleure qualité, du 100% laine, de la belle doublure en coton. Là, on est sur des matériaux un peu plus ersatz, il y a beaucoup de viscose, de synthétique, toute la doublure est faite en viscose, donc de la fibre de bois. Voilà, on sent qu'il y a eu vraiment une espèce de rationnement, mais également, comme vous disiez, un côté plus camouflage, c'est plus discret. Oui, ça se voit. Voilà. Bon, on peut voir aussi que c'est un uniforme du coup d'achat privé, d'officier, parce que j'ai le col plus haut. D'accord. Une donc, doublure un peu personnalisé, plus. en fait. Voilà, c'est ça, avec une doublure un peu plus jolie, une doublure, les manches doublées également, comme vous pouvez voir. Ah oui. Et j'ai 2 poches de poitrine, ce qui est plutôt rare. Ça se voit que chez les officiers, hein, la troupe n'avait pas le droit. Il y avait le droit, il y en a certains qui avaient une petite poche. Là, moi, c'était 2 belles poches soufflées, il y en avait une petite, là. Ah ouais, Donc, on pouvait, voilà, quand on achète son propre uniforme, qu'on est officier ou gradé, on a le droit de se le faire un peu à notre sauce, si je puis dire. Oui, si on en a les moyens. Voilà, choisir la hauteur du col, tout ça, ça va assez loin. Ça permettait de montrer son statut. Exactement, ah oui, purement. Après avoir parcouru le cimetière, je finis finalement la visite tout seul. Il y a même là encore une sépulture, une pierre tombale. Et bien on arrive au niveau d'une porte qui date de la construction de l'édifice, donc qui est vraiment ancienne. Et bien il s'agit de, à ton avis, l'ancienne morgue. Bon, je ne vais pas y aller. Je te laisserai y aller si tu n'es pas loin, si tu habites à proximité. Et si tu es vraiment passionné, mais c'est pas très lumineux, je vais arrêter là. Je vais rendre mon casque à Geoffrey, que j'arrive pas à retrouver. Mais il est vraiment lourd à porter, là j'ai vraiment mal à la nuque. Donc c'est vraiment une pratique, une habitude à avoir. Et je te dis à tantôt.